Salut à tous, c'est Skywood. Alors aujourd'hui, épisode 2 de ma série de screencast Arduino. Alors tout d'abord, avant de commencer, je voulais vous rappeler les liens si vous avez des questions ou si vous avez des problèmes avec le tutoriel, enfin avec une ou tout le tutoriel. Donc tout d'abord mon Twitter, donc twitter.com/Skywood, ma chaîne YouTube, toujours user Skywood, mon blog skyduino.wordpress.com sur lequel donc vous trouverez le lien vers l'article dans la description de la vidéo, ou sinon sur Skype ou sur le forum Arduino en tant qu'utilisateur Skywood. Alors pour ceux qui commencent à se demander pourquoi je ne suis plus sous Windows et pourquoi je suis sous Ubuntu, et bien tout simplement parce que j'utilisais le logiciel Cam Studio sous Windows qui avait une vilaine tendance à bugger à peu près tout le temps quand j'essayais d'enregistrer ma vidéo. Ce qui est assez frustrant quand on a fini d'enregistrer sa vidéo et que celle-ci est effacée. Donc maintenant je suis sous Ubuntu, enfin j'ai toujours été sous Ubuntu, mais je suis passé pour l'enregistrement sous Ubuntu et sur le logiciel Record My Desktop. Donc voilà, donc c'est la petite histoire. Maintenant je connais un peu mon texte, vu que ça fait 4 fois que je le répète. J'espère vraiment que Record My Desktop va fonctionner ce coup-ci, parce que sinon ce serait vraiment épique comme file. Enfin bon. Donc tout d'abord, pour ce screencast, je vais vous présenter la carte Arduino Uno. Bon, la carte Arduino Uno, c'est la plus classique, c'est celle qu'on trouve absolument partout dans le commerce. Il y a deux versions, deux petites variantes. Donc il y a la Arduino, je dirais, qui est la première version, celle qui avait un microcontrôleur au format DIP. Alors le format DIP, c'est ce gros format là. Ça tend à ne plus se faire puisque ça demande des coûts de production assez élevés, et la société Atmel tend à les faire disparaître petit à petit avec comme remplaçant cette version CMS qui est beaucoup plus petite, qui demande moins de coûts de production, et comme tout commence à se miniaturiser, eh bien on passe de plus en plus sur cette version. Sinon les deux sont totalement identiques. Alors au niveau de cette carte Arduino Uno, qu'est-ce qu'elle a de si intéressante? Alors tout d'abord, il y a les deux connecteurs Arduino qui sont tout simplement ce qui font de la carte Arduino la carte Arduino. Ces connecteurs vont permettre de venir enficher des shelds. Alors les shelds, je vous en ai parlé brièvement dans le premier screencast. En fait, c'est tout simplement des petits circuits électroniques où on va venir qu'on va venir enficher sur notre carte Arduino Uno ou sur n'importe quelle carte Arduino, et on va pouvoir ainsi ajouter des fonctionnalités à sa carte Arduino sans avoir à s'occuper de réaliser toute l'électronique qu'il y a derrière. Alors autre petite chose intéressante sur cette carte Arduino Uno, c'est le connecteur ISP ou ICSP si on veut vraiment être un puriste, qui permet deux choses. Tout d'abord de communiquer avec une sheld via ce port ISP entre l'Arduino et la sheld. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce port ISP est toujours au même endroit, quelle que soit la sheld, que ce soit une Mega ou une Arduino classique. Donc ça permet de faire des shells qui sont compatibles Uno et Arduino classique et Mega en même temps. Donc voilà, c'est la première utilisation de ce port. La deuxième utilisation, c'est si jamais vous avez un gros problème avec un programmateur d'Atmel, vous pouvez venir reprogrammer l'ATmega, le microcontrôleur qui est là. Vous pouvez venir le remettre à zéro en fait, remettre le bootloader Arduino et recommencer comme si vous aviez acheté votre carte Arduino en fait, et c'est si jamais vous avez vraiment un gros problème. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a le port USB qui permet de faire la communication entre l'ordinateur et l'Arduino, et plus généralement entre ce qui est connecté à l'Arduino et l'ordinateur. Et le dernier connecteur important, c'est la prise jack, qui va permettre d'alimenter l'Arduino Uno avec une certaine puissance, puisque le port USB ne peut pas fournir énormément de puissance. Alors on va utiliser cette prise jack pour venir donner plus de puissance à l'Arduino Uno, jusqu'à la limite de 1 A quand même, il y a une limite. Et aussi dans une limite de tension qui doit être comprise entre 7 et 12 volts. Pas en dessous, sinon ça va pas fonctionner, et pas au-dessus, sinon ça risque de chauffer énormément et de cramer. Alors moi j'utilise un petit adaptateur secteur du commerce, vous savez, le genre d'adaptateur qu'on trouve à 5 € dans les grandes surfaces, avec un petit sélecteur de tension sur le dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est souvent en fait la tension qui est marquée sur ce sélecteur n'est pas la tension qu'on obtient au niveau de la prise jack. C'est-à-dire par exemple, si on se met sur la position 7 volts, on va avoir du 9 volts. Et si on se met sur 9 volts, on va avoir du 12 volts par exemple. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la tension idéale pour l'Arduino,
c'est 9 volts. Donc si vous utilisez comme moi un adaptateur secteur, testez d'abord la position 7 volts, voir si elle marche. Et si elle marche pas, vous testez la position de 9 volts. Mais normalement en 7 volts ça fonctionne tout le temps. Donc voilà, première présentation matérielle, si on va dire. Alors ce qu'il faut vérifier, enfin ce qu'il faut préciser, c'est ici, vous voyez, il y a les numéros des pads qui sont inscrits, donc on voit reset, 3 volts 3, 5 volts, 0 volts, 0 volts, tension au niveau du jack. Là ici, toutes les entrées analogiques, et ici toutes les sorties, entrées-sorties numériques. Et puis bon, un autre 0 volts et la référence. Donc tout à l'heure pour le tutoriel on utilisera la broche 13. Donc je vous le dis tout de suite, la broche 13, vous voyez c'est le troisième petit plot en partant de la gauche. Et on utilisera aussi le 5 volts, donc troisième plot en partant de la gauche mais sur ce connecteur-ci, et la masque et les deux suivants. Donc je vous le dis tout de suite, on s'en servira tout à l'heure. Alors côté technique, sur cette Arduino Uno, qu'est-ce qu'elle a de si intéressant? Tout d'abord elle a un microcontrôleur. C'est un ATmega 328P. Alors l'ATmega 328P, il a un nom un petit peu barbare. En fait, c'est tout simplement un nom qui signifie que c'est un microcontrôleur 8 bits fabriqué par Atmel. Atmel, voilà. Donc voilà, c'est compliqué, mais en fait c'est simplement ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Arduino Uno fonctionne en 5 volts. Vous verrez, il y a des Arduino qui fonctionnent en 3 volts 3 et d'autres qui fonctionnent en 5 volts. Ce qui est important de savoir, c'est que les shells sont conçus pour fonctionner en 5 volts ou en 3 volts 3. Mais certaines sont faites uniquement pour le 3 volts 3 et d'autres uniquement pour 5 volts. Donc quand vous achetez une shell, toujours vérifiez que vous aurez une carte Arduino qui puisse la faire fonctionner. Une shell dans 5 volts ne va pas fonctionner en 3 volts 3 et une shell de 3 volts 3 ne va pas fonctionner en 5 volts. Sauf cas particulier où il y a des shells qui peuvent fonctionner en 5 volts et en 3 volts. Mais c'est pas beaucoup. Il y a, à ma connaissance, il y a la shell d'Ethernet, quelques shells une partie des shells de SparkFun, mais pas grand chose d'autre. Donc comme je vous le disais, la tension du régulateur entre 7 et 12 volts. Donc là il y a marqué le maximum, la limite vraiment tolérable c'est 20 volts. À 20 volts le régulateur il a déjà pris feu. Je vous le dis tout de suite. Donc ensuite, deux points très importants. Un premier point qu'on va tout de suite utiliser dans le tutoriel, et un prochain qu'on utilisera dans le prochain screencast, ou dans le screencast numéro 4 pardon. Alors le premier point c'est tout simplement que la carte Arduino Uno possède 14 entrées-sorties digitales. Alors qu'est-ce que c'est une entrée-sortie digitale? C'est une entrée-sortie qui peut avoir deux états logiques, 0 ou 1. 0 qui va correspondre à 0 volts et 1 qui va correspondre à 5 volts. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ces entrées numériques? On va par exemple contrôler de la logique, des LED, ou n'importe quoi qui n'a pas besoin d'avoir une tension analogique pour être contrôlé. Ce qu'il faut savoir, petite particularité, c'est que parmi ces 14 entrées-sorties numériques, il y en a 6 qui peuvent générer un signal PWM. Alors j'en reparlerai dans un autre screencast. En fait le signal PWM, c'est un signal qui est une alternance de temps haut à 5 volts et de temps bas à 0 volts. Et selon la durée du temps haut et du temps bas, on va pouvoir générer une sorte de tension moyenne, et on va pouvoir par exemple contrôler l'intensité d'une LED ou la vitesse d'un moteur. Mais j'en parlerai dans un autre screencast. Alors ensuite, deuxième point important, les fameuses entrées analogiques, celles qui étaient marquées avec le A. Digital, c'est marqué en gros, et les analogiques, c'est marqué en gros aussi, sinon elles sont précédées d'un A. Donc ces entrées analogiques, elles sont au nombre de 6, et elles ont la particularité de pouvoir accepter une tension entre 0 et 5 volts analogique. C'est-à-dire qu'on peut par exemple venir mesurer une tension de 4 volts 2, ou de 2 volts 7, ou de 3 volts, je sais pas combien. Enfin bon voilà, n'importe quelle tension entre 0 et 5 volts. Pas de tension négative, sinon ça va poser problème, et pas de tension supérieure à 5 volts, sinon l'Arduino elle va pas aimer du tout. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la conversion qui va se faire de l'analogique vers le numérique se fait sous 10 bits, c'est-à-dire que 0 va correspondre à un 0 dans notre programme, et 5 volts dans notre programme va correspondre à 1023. Voilà, donc 10 bits ça fait 1023 maximum, enfin de 0 à 1023 soit 1024 valeurs. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les pattes analogiques peuvent être transformées en pattes digitales, en entrée-sortie digitale, simplement en utilisant les trois fonctions que je vous montrerai dans le tutoriel tout à l'heure. Mais à ce moment-là, on peut plus les utiliser en tant qu'entrée analogique, mais tout simplement comme des pattes d'entrée-sortie numérique.
Ce qui, si on n'utilisait aucune des pattes analogiques, ferait au total 20 entrées-sorties numériques. 14 plus 6, ça fait 20. Je suis fort en calcul. Alors ensuite, autre petit point à préciser, c'est que sur toutes les pattes de l'Arduino, on peut au maximum prendre 40 mA. Alors 40 mA, c'est pas beaucoup, mais c'est à la fois beaucoup. Je m'explique. Alors en fait, 40 mA, c'est 4 fois ce qu'il faut pour cramer une LED. C'est-à-dire que si vous branchez votre LED directement comme ça va faire pchit. La LED, elle va fusiller direct. Mais 40 mA, c'est largement pas assez pour contrôler un moteur. Donc va falloir s'adapter. Quand on va contrôler quelque chose qui demande peu de puissance, comme une LED, on va mettre une résistance de limitation de courant pour éviter de la cramer. Et quand on va utiliser quelque chose qui va demander beaucoup de puissance, comme un moteur, on va utiliser une interface de puissance. Alors là, l'interface de puissance, j'en reparlerai, mais on va par exemple pouvoir utiliser un transistor pour l'interface puissance, ou un MOSFET, bon, pour vraiment de la très grosse puissance. Enfin bon, j'en reparlerai. Alors ensuite, pour conclure cette petite présentation, dans l'Arduino, et dans tous les microcontrôleurs ATmega 328 en général, il y a 3 types de mémoire. Il y a 32 kilooctets de flash. Alors la flash, c'est tout simplement une mémoire qui, quand on arrête l'alimentation, les données qu'il y a dedans restent. Et on va venir stocker dans cette flash le programme. C'est le même principe qu'une clé USB en fait. On va stocker le programme dans cette mémoire. Et quand l'Arduino va démarrer, il va exécuter le programme. Ce qu'il faut savoir, c'est que parmi ces 32 kilooctets, il y a 0,5 kilooctets qui sont utilisés par le bootloader. Alors le bootloader, c'est très simple, c'est un tout petit programme qui s'exécute toujours en priorité, qui va venir vérifier le port série, et si jamais il voit qu'il y a l'utilisateur qui veut envoyer un nouveau programme, il va stopper l'exécution, il va récupérer le programme, la mettre dans la flash, redémarrer, et à ce moment-là, c'est ce nouveau programme qui va être exécuté. Voilà, c'est tout simple. Alors ensuite, deuxième type de mémoire, la mémoire RAM. C'est comme la mémoire RAM d'un ordinateur en fait, mais en beaucoup plus petit, parce qu'ici elle fait que 2 kilooctets. On parle pas en gigas comme sur un ordinateur, on parle en kilooctets. Alors cette mémoire RAM, qu'est-ce qu'elle va contenir? Elle va contenir toutes les variables d'exécution du programme, c'est-à-dire toutes les variables qu'on va utiliser dans notre programme, elles vont être stockées en RAM. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme sur un ordinateur, quand on va couper l'alimentation, la RAM elle va être effacée. Donc on peut pas stocker en RAM des informations qu'on voudrait retrouver au prochain démarrage. Pour stocker ces informations, on va utiliser un troisième type de mémoire, qui est la mémoire EEPROM, qui fait 1 kg dans la ATmega 328. Et on va venir stocker, en fait, comme dans la flash, nos données qui vont rester une fois que l'alimentation va être éteinte. Alors pourquoi on n'y stocke pas directement dans la flash, et pourquoi on doit y stocker dans l'EEPROM? Et bien la flash, en fait, elle a un nombre de lecture et d'écriture qui est inférieur à au nombre de lecture et d'écriture de l'EEPROM. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire beaucoup plus d'opérations d'écriture et de lecture sur de l'EEPROM que sur de la flash. Puisque la flash, on va venir stocker un programme, on va pas programmer toutes les 2 minutes notre Arduino. Alors qu'on peut, par exemple, toutes les heures, stocker un paramètre dans l'EEPROM. Voilà, donc c'est la seule différence entre les deux en fait. Voilà, donc est-ce qu'il y a d'autres choses à préciser? Non, tout ça, on y verra dans un autre screencast, tout ce qui est les communications avec l'extérieur. Alors oui, il y a une petite note qu'on pourrait faire, c'est la puce qui gère l'USB sur l'Arduino Uno, et sur l'Arduino Mega 2560 n'est pas la même que sur les anciennes cartes Arduino. Sur les anciennes cartes Arduino, c'est une petite puce sur laquelle vous pourrez, si vous en avez une, vous pourrez voir c'est marqué FTDI. En fait, FTDI, c'est un fabricant de puces qui, d'un côté on rentre de l'USB et de l'autre côté ça sort du port série. Le problème de ces puces, c'est qu'elles sont pas super rapides. Alors la team Arduino s'est mis en tête d'utiliser un microcontrôleur qui gère nativement l'USB. C'est-à-dire qu'en fait ce microcontrôleur il a un port série physique. Enfin il a un port série physique et un port USB physique. Et la team Arduino a fait un petit programme qui fait le lien entre l'USB et le série. Et en fait qui fonctionne comme la puce FTDI qu'il y avait avant. Mais avec l'avantage de pouvoir travailler beaucoup plus rapidement. Et donc on va pouvoir envoyer nos programmes sur les cartes Arduino Uno et Mega 2560 beaucoup plus rapidement que sur les anciennes versions, ce qui est assez intéressant quoi. Autre petit avantage, enfin petit même gros avantage, c'est que on peut le reprogrammer via USB, c'est-à-dire que là il n'y a pas longtemps sous Linux il y avait un bug qui faisait que souvent les programmes ils marchaient pas correctement, enfin ils s'envoyaient pas correctement. Et il suffit de brancher en USB, de court-circuiter 2 pattes et on peut le mettre à jour. Et le bug a été résolu de cette manière. Donc voilà, c'est un autre avantage bien pratique de cette nouvelle version. Donc maintenant que j'ai fini de vous présenter rapidement l'Arduino Uno,
je vais passer sur la caméra pour vous expliquer un petit peu le matériel dont vous allez avoir besoin pour ce tutoriel. Alors ne vous inquiétez pas, il n'y a vraiment pas besoin d'énormément de matériel, hein. Par contre, je préviens tout de suite, ma caméra a un micro qui est assez faible, que je peux pas régler. Donc si vous voulez augmenter votre micro, ce sera le bon moment, hein. Et je vais aussi faire pas mal de passages caméra, ordi, ordi, caméra. Donc je préviens le premier coup, mais après ça sera un petit peu brusque. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite sur la caméra. Me revoilà. Donc, première chose dont vous allez avoir besoin, eh bien, tout simplement d'un câble USB pour brancher votre carte Arduino. Il va falloir aussi besoin d'une carte Arduino, c'est assez logique. Vous allez aussi avoir besoin pour cette première partie du tutoriel d'une LED. Alors la couleur et le diamètre, vous choisissez ce que vous voulez, hein. Il vous faut juste une LED. Et une résistance. Alors pour la résistance, je vous conseille de prendre une 330 ohms. Alors pour ceux qui ne connaissent pas leur code des couleurs, c'est orange, orange, marron. Vous verrez que sur le lien de Blink, l'exemple Blink sur le site officiel, il vous propose d'utiliser une résistance de 220 ohms, je crois, de mémoire. C'est un petit peu faible, hein, 330 ohms c'est bien mieux, ça évitera pas mal de problèmes, et bon, quitte à faire d'éviter que vous cramiez votre LED. Pour ceux qui n'ont pas de LED ni de résistance, au niveau de la carte Arduino, je vais prendre n'importe quoi que j'ai sous la main, ici, il y a une LED qui est marquée L, qui est directement connectée avec la résistance et la LED, tout simplement, à la patte qu'on va utiliser, la patte 13. Et donc si vous n'avez pas de LED, eh ben, vous avez juste à utiliser le programme directement, et c'est cette LED là qui clignotera. Bien sûr ça perd un petit peu tout intérêt, mais bon. Alors autre chose que je vais utiliser, comme ça vous allez pouvoir voir comment utiliser une Sheld, et ce que j'ai déjà une Sheld, et bien je vais utiliser une Proto Sheld. Alors la Proto Sheld que j'ai là, c'est une Proto Sheld de SparkFun. Vous voyez, normalement il y a des petits trous dans lesquels on soude les choses qu'on veut. Moi j'ai mis par-dessus une breadboard autocollante. De cette manière, je peux venir directement mettre mes composants. C'est bien plus pratique et c'est aussi surtout bien plus rapide. Alors comme je vous le disais, une Sheld, vous voyez, il y a exactement les mêmes connecteurs qu'ici, mais mâle et femelle. Donc on va pouvoir enficher notre Sheld tout simplement comme ceci. Voilà, ça fait un sandwich. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le port ISP est toujours au même endroit. Alors là, par exemple, il n'a pas vraiment d'utilité, mais bon, on pourrait imaginer que sur notre shell, ça pourrait avoir quelque chose d'utile, comme sur une shell d'Ethernet. Autre petite chose, vous voyez, il y a le bouton reset qui a été mis ici, parce que, vous voyez, si on veut appuyer sur le bouton reset qui se trouve au milieu, là, ça va être assez complexe. Donc il a été reporté ici. C'est bien pratique, il y a certaines shells qui ne le font pas, je trouve ça assez dommage. Alors là, il y a le bouton reset, c'est bien pratique. Donc au niveau câblage, il est vraiment pas compliqué, on n'a que deux composants, mais il va nous falloir quand même quelques câbles. Alors là, pour cette partie du tutoriel, il va nous falloir qu'un seul fil, voilà, un fil, puisque tout le reste, on va pouvoir le faire directement comme ça. Alors, au niveau de la LED, il faut bien faire attention, une LED, elle a un sens, c'est-à-dire il y a un plus et il y a un moins. Vous voyez, il y a une grande patte et il y a une petite patte. Alors la grande patte c'est le plus, la petite patte c'est le moins. Si vous avez une LED qui a été coupée ou qui n'a pas de taille de patte différente, au niveau de la LED, il y a un petit plat ici, il y a un petit plat, et de l'autre côté c'est un arrondi. Côté plat c'est le moins, côté arrondi c'est le plus. Donc si vous n'avez pas la longueur des pattes, vous pouvez vous repérer comme ça. Donc on va placer notre LED sur la breadboard. Alors on va la mettre, la patte 13 est par là, on va la mettre ici, voilà. Le plus vers le haut, côté patte 13, qui est, je vous le rappelle, le troisième plot ici. Ensuite on va prendre notre résistance, hop, on va venir la placer. Troisième plot, patte 13, plus de la LED. Et puis après on va mettre un fil entre le moins de la LED et le quatrième plot en partant de la gauche du connecteur du bas, qui est le moins 0 V. Voilà, donc niveau câblage ça donne ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va... Oula, ne tapons pas dans le matériel. On va venir connecter le câble USB pour envoyer notre programme. Toc. Pour le moment, il n'y a pas de programme, donc il ne se passe rien. Vous voyez, la LED ne fait absolument rien. Et on va se retrouver côté programme pour vous expliquer un petit peu en détail de quoi il s'agit.
Voilà, voilà. Donc au niveau du programme, alors comment se constitue ce programme? Donc je vous le rappelle du screencast numéro 1, le programme doit toujours contenir deux fonctions très importantes, la fonction setup et la fonction loop. Fonction setup, je vous rappelle, c'est la fonction qui va être appelée une seule fois au démarrage de l'Arduino. Et la fonction loop, c'est une fonction qui va être appelée absolument tout le temps. Une fois qu'elle a fini de s'exécuter, elle redémarre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cette fonction loop et dans cette fonction setup? Dans la fonction setup, vous voyez que j'ai marqué, enfin, c'est pas moi qui l'ai marqué, c'est l'exemple. Hein. Alors, juste pour l'info, l'exemple, si vous voulez le charger, file, example, basic, blink. Hein, voilà. Juste comme ça au passage, je trouve la version Linux de l'IDE Arduino assez pourrie. Moi, pour ce qui est de l'Arduino et du développement, je suis plutôt utilisateur Windows. J'utilise assez peu Linux pour faire du développement. J'utilise surtout pour faire tout ce qui est de l'applicatif serveur. Et là, je dois avouer que je suis un petit peu déçu de la gueule de la version de Linux. Vous voyez, même le texte, il rend un peu mal. Alors, je sais pas si c'est uniquement mon ordi ou autre chose. Il y a l'installation qui est aussi assez étrange. Il faut tout installer à la main avec apt-get, c'est assez chiant. Enfin bon, voilà. Bref, passons. Donc, qu'est-ce que nous allons faire dans ce programme qui est, ma foi, très très simple, mais alors très très simple. Alors, nous allons utiliser la fonction pinMod, digitalWrite et delay. Alors, delay, je vous le passe comme ça rapidement, ça fera l'objet d'un screencast spécial sur la gestion du temps sur l'Arduino. Delay, en fait, c'est simplement, ça va endormir l'Arduino pendant X millisecondes. Là, par exemple, ça va endormir l'Arduino pendant 1000 millisecondes, soit 1 seconde. Alors, tout d'abord, première instruction qui va être exécutée par l'Arduino, pinMod, avec premier argument 13, deuxième argument output. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et bien, si on va sur la référence Arduino, on voit pinMod, syntaxe, pinMod. PinMod, syntaxe, pinMod. Donc, paramètre, pin, nombre de la patte sur laquelle nous voulons mettre en place la configuration. Et le mode, la configuration. En fait, la fonction pinMod, elle est très simple. Elle va dire au microcontrôleur si la patte numéro tant est une entrée ou une sortie. Là, vous voyez input ou output. Dans notre cas, nous utilisons la patte 13. Donc nous allons faire un... c'est là. Nous allons faire un pinMod patte 13. Donc 13, virgule. Nous voulons brancher une LED, donc ce sera une sortie, output. Fermez parenthèse, point virgule. Donc syntaxe du C, je vous rappelle, toujours point virgule à la fin des fonctions. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire dans la fonction loop? Comme le nom l'indique, un blink, nous allons faire clignoter une LED. À un intervalle, 1 seconde allumée, 1 seconde éteint. Donc pour ça, nous allons utiliser la fonction digitalWrite qui prend deux arguments. Le premier, comme pinMod, la patte sur laquelle nous voulons exécuter l'action. Et deuxième argument, l'état que nous voulons envoyer. Alors il y a deux états, height ou low. C'est comme je vous disais, c'est une patte digitale, c'est-à-dire qu'il n'y a que deux états logiques, 0 ou 1. 0 c'est low en fait, c'est-à-dire 0 volts. Et 1, ça va être height, ça va être 5 volts, et notre LED va être allumée à cet état-là. Et à l'autre état low, elle va être éteinte. C'est marqué là, met la LED allumée et éteint la LED. Donc voilà, c'est un programme très simple. Hein. Il place la patte 13 où il y a l'athlète en sortie, puis l'allume, attend une seconde, l'éteint, attend une seconde, ça redémarre, donc ça l'allume, éteint, allumé, éteint, allumé, éteint, allumé, éteint, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, notre code est prêt. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est l'envoyer sur l'Arduino. Pour ça, nous allons dans le menu Tool, Board, et nous allons sélectionner Arduino Uno. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons aller toujours dans Tool, Serial Port, et nous allons choisir le port série qui va bien. Alors sous Windows, ce sera comme quelque chose. Sous Linux, c'est des /dev /tty/acm quelque chose. Enfin bon, voilà. C'est selon... Alors sous Mac, je sais pas ce que c'est, mais sous Linux, voilà, ce serait quelque chose comme ça. Donc on clique dessus, voilà, c'est coché, c'est bon. Alors prenez pas en compte le binary sketch blablabla qui est marqué ici, c'est que j'ai fait un test avant de faire la vidéo pour vérifier que ma communication entre l'ordi et l'Arduino fonctionnait, pour pas avoir une erreur quand j'essaye de faire la vidéo. Déjà que ça fait 4 fois que je la recommence, je voudrais pas la recommencer une 5e fois. Donc maintenant que nous avons sélectionné notre carte, que nous avons sélectionné notre port série, il va falloir compiler le programme et l'envoyer dans la carte. Toujours quand on fait un programme, faire un petit coup de play pour vérifier que le programme y marche.
enfin qui compile au moins. Voilà, done compiling, blablabla. Donc apparemment, il n'y a pas d'erreur de syntaxe dans notre programme. Après, il peut ne pas y avoir d'erreur de syntaxe et que le programme ne fonctionne absolument pas. Hein. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'erreur de syntaxe que le programme va forcément fonctionner. Donc maintenant que nous savons que notre programme il compile, nous pouvons cliquer sur Upload, qui va recompiler le programme et l'envoyer dans la carte. Voilà, done uploading. Bon, on sait que notre programme fait 990 octets et qu'il a été envoyé avec succès. Donc maintenant, je repasse rapidement côté caméra pour vous montrer le résultat tout simplement de ce programme. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, le programme a été envoyé manifestement, puisque maintenant la LED se met à clignoter. Bon, à peu près à 1 seconde, je ne vais pas aller vérifier, ça doit être 1 seconde. Et on peut constater que notre programme il fonctionne. La LED est allumée, puis éteinte, allumée, éteinte, allumée, éteinte. Voilà, c'est ce qu'on voulait. Bon, pour un exemple aussi simple, il y avait peu de chances qu'on se trompe. Ce qu'on peut remarquer, c'est que si on appuie sur le bouton Reset, vous avez vu, à un moment, la LED s'est mise à clignoter 3 fois. En fait, quand on appuie sur le bouton Reset, vous allez voir que la LED qui est ici aussi, hop, je vais débrancher. Vous voyez, la LED qui est aussi ici, dont je vous parlais au début, et en fait, elle va clignoter 3 fois quand vous allez reset l'Arduino. C'est le bootloader, justement, qui prévient l'utilisateur qu'il est en train de se charger, en faisant clignoter cette LED 3 fois. Donc dans notre cas, ça n'a pas beaucoup d'utilité, mais si un jour vous avez un problème, vous voyez votre Arduino, vous n'arrivez pas à envoyer votre programme, faites un reset, regardez si votre LED clignote, et si elle clignote pas, c'est que vous avez peut-être un problème un petit peu plus sérieux que ce que vous pouviez penser. Bon, donc voilà, nous avons fait notre programme de base. Alors maintenant, je vais vous montrer le câblage du deuxième montage. Alors on va garder la base du premier, et on va venir rajouter en fait le deuxième montage, qui va être un bouton. Tout ce qui est le plus classique, un bouton hop, comme ça. Et on va venir le câbler. Et ce qu'on voudra, c'est que quand le bouton sera actionné, la LED sera éteinte. Et quand le bouton ne sera pas actionné, la LED sera allumée. Donc pour ce faire, on va avoir besoin d'un bouton, d'une résistance. Alors, je vous montre tout de suite qu'il vous faut une résistance. Je vous montrerai tout à l'heure une astuce pour ne pas avoir à l'utiliser. Mais pour le moment, je vais vous demander d'utiliser une résistance de 10 kg, c'est-à-dire marron, noir, orange, dans un premier temps. Après, je vous montrerai comment on fait pour s'en passer. Et il va vous falloir 3 câbles, 3 fils. Bon, à vous de regarder où est-ce que vous avez des fils. Alors, niveau câblage, on va tout d'abord placer la résistance. Alors, la résistance doit être placée entre le plus 5 volts et un morceau, un morceau de la breadboard. Alors la breadboard, je vous le dis rapidement comme ça, les colonnes comme ceci sont reliées ensemble, mais par contre les lignes comme ceci sont séparées. C'est-à-dire qu'entre ici et ici, il y a une connexion, par contre entre ici et ici, il n'y en a pas. Donc le plus 5 volts, comme je vous l'avais montré au début, c'est le troisième plot en partant de la gauche, ici sur le bornier de l'alimentation. Donc on va venir brancher notre résistance. Oula, on va passer derrière, le fil, ce sera plus propre. Voilà. Tac. Voilà, donc la résistance est mise. Ensuite, on va venir mettre notre bouton, ici. Voilà. On va l'appuyer un petit peu. Et on va mettre un câble. Alors, ce câble, on va le mettre entre l'autre partie du bouton et la masse. Alors, je vous rappelle, la masse, il y en a une ici et il y en a une ici. Donc moi, je vais aller la prendre ici, ce sera beaucoup plus simple. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, vous voyez ici, le côté où il y avait la résistance. C'est pour ça que je vous ai montré que les colonnes sont reliées ensemble. Puisqu'on va venir se connecter ici. Vous voyez. Là, en fait, sur cette patte de la résistance. Et on va venir se connecter à la broche D2, Digital 2. Alors ici, on a Digital 0, Digital 1. Et donc là, ici, on a Digital 2. Toc. Voilà. Alors pourquoi j'ai fait ça? Et en fait je vous explique, c'est très simple. Cette résistance ici est reliée au plus 5 volts. Donc quand l'interrupteur est ouvert, c'est-à-dire en fait comme s'il n'y avait pas l'interrupteur, on va avoir le 5 volts, il va passer dans la résistance, puis il va aller dans D2. Quand l'interrupteur est fermé, il va se comporter comme un fil. Le 5 volts va passer dans la résistance, puis dans l'interrupteur, et il va aller à la masse.
Si on met pas cette résistance, ça va directement passer du 5 volts à la masse et ça va faire un court-circuit, qui est à éviter absolument, parce que là on va déclencher le fusible et ça va pas être joli. C'est pourquoi on va mettre cette résistance, ça va limiter le courant. Bon, il va y avoir un petit courant qui va passer, mais très peu. Par contre, ce fil qui est ici, comme l'interrupteur se comporte comme un fil à ce moment-là, et bien en fait, cette partie de la résistance ici va être directement reliée à la masse. Et donc ici, on va avoir 0 volts. C'est-à-dire que quand l'interrupteur sera ouvert, on va avoir un niveau 1, et quand l'interrupteur va être fermé, on va avoir un niveau 0. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et en conséquence, on va lire l'état de la broche qui est ici, de la broche des 2, et on va l'envoyer sur la broche des 13. Alors pour ce faire, on retourne côté ordinateur pour voir le code. Voilà, alors au niveau du code, je vais utiliser l'exemple button, donc slash tutoriel slash button. Donc vous voyez ici de nouveau le câblage fait avec FrameZine. Alors vous voyez là, patte digital 2, un petit câble, l'interrupteur, la résistance de 10 kg, et ici notre plus et notre moins. Alors au niveau du code, hop, le voici. Il est très simple. On a deux variables. La première variable qui est un réel, integer, réel. Enfin, entier, qu'est-ce que je raconte moi? Float, c'est réel. Donc int, c'est un entier. Je vais pas me faire avoir deux fois. Donc on va créer une variable qui s'appelle buttonPin, qui est égale à 2. Et une autre variable qui s'appelle letPin, qui est égale à 13. On va placer donc letPin, c'est-à-dire la patte 13, en sortie, et la patte 2 en entrée. La patte 13 c'est là où il y a la LED, et la patte 2 c'est là où il y a l'interrupteur. Bon, simple. Jusque là pas de problème. Ensuite dans la fonction loop, on va avoir une assignation, c'est-à-dire qu'on va dire que la variable buttonState, c'est-à-dire état du bouton, va être égale à digitalRead de buttonPin, de la patte du bouton. Alors qu'est-ce que c'est que cette fonction digitalRead là qui vient d'apparaître? Et bien si on regarde sur la référence Arduino, on voit lit la valeur de la patte spécifiée, retourne height ou low. Bon, je crois que c'est assez explicite. En fait, c'est tout simplement, ça va lire la valeur de la patte qu'on va lui donner en paramètres. C'est-à-dire que si on fait un digital read de la patte 2 et qu'il y a 5 volts sur cette patte 2, elle va sortir height. S'il y a 0 volts sur cette patte 2, elle va sortir low. Donc c'est ce qu'on va utiliser dans notre programme ici. Donc après cette ligne, on va avoir height ou low dans buttonState. Si le buttonState est égal à height, on va allumer notre LED. Si il est égal à low, et ben on va éteindre notre LED. Voyez. If, s'il n'est pas égal à height, c'est forcément qu'il est égal à low, donc else, on va faire notre digital write low. Voilà, donc pareil, on vérifie que la board est bien sélectionnée. Alors là, comme vous pouvez voir, serial port est grisé. Pourquoi il est grisé? Ben, tout simplement parce que j'ai oublié de brancher ma carte. Si je branche ma carte, que je vais dans un autre menu, que je reviens, hop, c'est bon, il est sélectionné. Alors maintenant, un coup de compile pour vérifier que tout va bien. Voilà, tout va bien. Et upload pour remettre le code dans notre carte Arduino. Donc je repasse côté caméra pour vous montrer le résultat dans le monde réel. Voilà, donc comme vous pouvez voir, là l'interrupteur doit être ouvert puisque la LED est constamment allumée. Vous voyez, c'est comme s'il n'y avait pas l'interrupteur. Si je ferme l'interrupteur, la LED s'éteint. Pourquoi elle s'éteint? Tout simplement parce qu'on a court-circuité le 5 volts et le 0 volts via la résistance. Donc ici on a 0, et par conséquent on envoie low sur la patte 13 où il y a notre LED. Si je réouvre l'interrupteur, le 5 volts va directement dans D2, donc digital read lit un état haut, et on envoie height sur notre patte digital 13. Donc voilà, vous voyez, ça marche très bien. Alors, si on enlève par malheur cette résistance, alors là, il y a deux choix. Soit ça va faire comme là et ça va fonctionner, soit ça va plus fonctionner, ou alors ça va faire, vous voyez, une espèce de... Il faut que je m'écarte un petit peu pour que ça le fasse vraiment. Mais en fait, ça va faire antenne, et ça va être un mélange... Ah, là ça se faisait bien, là, voilà. Ça va être un mélange de allumé, éteint, allumé, éteint, allumé, éteint. En fait, le truc, c'est que la patte du microcontrôleur, en fait, elle va fonctionner exactement comme une antenne, et elle va capter tous les parasites
Et si on regardait avec un oscilloscope au niveau de cette LED, et qu'il n'y avait absolument rien autour, on aurait normalement du 50 Hz qui correspond à tout ce qui est dans l'environnement, les lampes, tout ce qui est relié au secteur EDF. Voilà, donc c'est pas une bonne idée de ne pas avoir cette résistance, mais on peut ne pas avoir envie de mettre cette résistance. Et là je vais vous apprendre un petit truc qu'on utilise très souvent avec l'Arduino, qui permet en fait d'activer les résistances qu'il y a à l'intérieur du microcontrôleur, et ne plus avoir à utiliser ces résistances qui rajoutent des composants et qui rajoutent aussi de l'argent à devoir mettre dessus. Donc je repasse côté ordinateur pour vous montrer comment on fait cette astuce. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est le programme de tout à l'heure. Alors juste au passage comme ça, tout ce qui est en gris ici, entre les slash étoiles, étoiles slash, ce sont des commentaires, donc vous pouvez écrire ce que vous voulez dedans. Ce qui est aussi avec les doubles slash aussi, c'est des commentaires, donc vous pouvez vous mettre des petits commentaires si vous voulez vous rappeler de votre programme. C'est très pratique, hein, vous voyez, là il y en a un paquet. Donc je vous le dis au passage, c'est le genre de choses qui est très appréciable quand vous voulez envoyer votre programme sur le forum Arduino, pour que les gens du forum puissent vous répondre, c'est très pratique. On apprécie vraiment beaucoup les gens qui mettent des commentaires dans leur programme. Bon, donc pour ce qui est de cette astuce, je vous l'explique, en fait elle est toute bête. On peut placer dans un premier temps une patte numérique en sortie, lui mettre un état haut, puis la passer en entrée. C'est pas interdit. Mais qu'est-ce qui va se passer? Et ben en fait c'est tout simple, le microcontrôleur il va recevoir l'ordre de mettre un état haut, puis il va passer en entrée. Il va aller regarder l'état qu'il y a sur sa patte, et il va se rendre compte qu'en fait on lui avait demandé juste avant de le mettre à l'état haut. Et donc lui, matériellement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va activer une résistance qu'on appelle une résistance de pull-up, de tirage à l'état haut, qui va en fait réagir exactement comme la résistance qu'on avait mis là tout à l'heure de 10 kg, et va garder l'état haut constant, sauf quand on va fermer l'interrupteur, et qu'à ce moment-là on va avoir un 0. Donc pour activer cette résistance, comment on fait? Et ben c'est très simple. Alors on va faire un petit copier-coller déjà, hop, voilà. On va faire un autre petit copier-coller d'une ligne avec Digital Write, parce que je suis une feignasse, hein, c'est bien connu. Un coup de CTRL-T pour on est encore plus feignasse pour remettre tout en ordre. Ici, Output, et un autre copier-coller pour remplacer celui-là. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait d'abord un pin mode de la patte du bouton en sortie, puis un Digital Write pour mettre un état haut sur cette patte du bouton. Bon, jusque là pas de problème. Ensuite, je suis repassé avec un pin mode, j'ai repassé la patte du bouton en entrée. Là, on se rappelle de l'astuce que j'ai dit il y a 2 minutes. Le microcontrôleur, comme il a un état haut sur cette patte, il va donc laisser cet état haut, et pour ce faire, il va activer les résistances de pull-up. Donc à partir de là, on a les résistances de pull-up qui sont activées dans le microcontrôleur. Et tout le reste, il reste comme il est. Un coup de Verify pour vérifier qu'il n'y a pas de problème. Je branche mon Arduino et j'upload. Alors, vérification, oui, c'est bon, il est toujours reconnu. Et upload. Donc, uploading to board, blablabla, done. Donc maintenant, au niveau de la carte Arduino, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, je vais vous le montrer tout de suite. Et normalement, vous ne devrez pas être surpris. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé au niveau de notre Arduino? Et bien comme vous pouvez le voir, déjà la LED est allumée, et je peux passer autour, elle clignote pas, il n'y a pas d'interférence, il se passe rien. Pourquoi il se passe rien? Et bien, pour vous le montrer, je vais enlever l'interrupteur en fait, et je vais utiliser directement le câble. Si le câble est flottant comme ça, normalement on devrait avoir des interférences. Mais rappelez-vous, j'ai activé la résistance interne du microcontrôleur, ce qui correspond en fait à avoir une résistance de tirage à l'état haut entre le 5 volts, la résistance et D2. Donc en fait ici, j'ai pas un état flottant, j'ai un état 5 volts. Si je viens court-circuiter avec la masse, la LED s'éteint, mais là j'ai rien à risquer parce qu'en fait ça va faire comme avec les résistances, on va pas avoir un court-circuit entre le 5 volts et le 0, on va avoir le 5 volts à l'intérieur du microcontrôleur qui va passer dans la résistance à l'intérieur, puis qui va passer dans le câble, puis qui va aller à la masse. Donc pas de court-circuit direct. Et on a bien notre système qui fonctionne correctement. Voilà. Allumé, éteint, allumé, éteint, allumé, éteint, allumé, éteint, allumé, éteint, ainsi de suite. Donc là, grâce à ces 2 malheureuses lignes de code, eh ben on s'est déjà évité un composant en plus, ce qui n'est pas négligeable, puisque si vous faites des boutons par exemple,
et que vous avez, je sais pas, par exemple 8 boutons, et ben vous venez d'économiser 8 résistances, ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, maintenant, je vais vous montrer une autre astuce, parce que le programme que l'on a réalisé à l'instant, il n'est pas vraiment utilisable dans une vraie application, puisqu'on fait en fait, on teste constamment l'état de notre patte D2, et suivant l'état de notre patte D2, on fait un digital write de la LED. Donc c'est-à-dire que on va utiliser toute la puissance du microcontrôleur pour vérifier uniquement une patte et écrire dans une autre. Ce qui, en plus de faire plein de lectures, plein d'écritures sur une patte, ce qui pourrait cramer notre LED après, je sais pas, par exemple 5 ou 6 mois d'utilisation, eh bien on va faire ce que l'on appelle une interruption. Alors qu'est-ce que c'est une interruption? Eh bien c'est une technique bien spéciale qui va en fait déclencher un programme selon un niveau qu'on va lui donner. Alors pour vous expliquer ça plus en détail, on va repasser sur l'ordinateur. Voilà, donc comme je vous le disais, on va utiliser une interruption. Alors une interruption, en gros, je vais pas vous expliquer vraiment tout en détail pour le moment, je le ferai vraiment dans un autre screencast, dans celui qui sera vraiment gestion du temps et des ressources. Je vais juste vous faire une petite explication rapide. Alors une interruption, c'est très simple. En fait, il faut s'imaginer par exemple un détecteur. Imaginons qu'on ait un détecteur qui réagit sur des fronts. C'est-à-dire par exemple on a 4 types de fronts, vous voyez ils sont ici. Un front bas, qui en fait le détecteur, quand il va trouver un état 0 volt, il va déclencher quelque chose. Ou alors par exemple on pourra configurer ce détecteur pour quand la valeur précédente est différente de la valeur instantanée. C'est-à-dire par exemple on était à un état haut et là paf on tombe à un état bas. Ou alors on était à un état bas et paf on tombe à un état haut. Enfin on remonte à un état haut. Voilà. Et à ce moment là on fait quelque chose. Ou alors imaginons que on ait un état haut, ou enfin non, un état bas d'abord, puis qu'on monte à un état haut. À ce moment là on pourrait dire au détecteur fais quelque chose. Ou alors au contraire qu'on soit à un état haut et qu'on tombe à un état bas. Et bien tout ça on va le faire grâce à une interruption. Et comment on va faire pour dire à l'interruption sur quel front elle doit faire et sur quelle patte elle doit le faire? Et bien on va utiliser la fonction attach_interrupt. Cette fonction prend 3 arguments. Premier argument, le numéro de l'interruption. Il faut savoir que sur l'Arduino Uno, il y a 2 numéros d'interruption. Il y a l'interruption numéro 0 et l'interruption numéro 1. Vous voyez, c'est marqué ici. 2 interruptions externes, la numéro 0 qui est sur la patte digitale 2. Patte digitale 2, c'est là où on a branché notre bouton, rappelez-vous. Et une autre sur la patte digitale 3, c'est l'interruption numéro 1. Bon, l'Arduino Mega, on a 4 de plus sur la patte 21, 20, 19 et 18. Bon, ça on passera. Ensuite, deuxième argument. Alors c'est un petit peu spécial, le deuxième argument, c'est l'adresse d'une fonction du programme. Alors une fonction, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est comme la fonction loop et la fonction setup. Là on va créer une fonction, par exemple une fonction blink, qui va être déclenchée par cette interruption. En fait c'est tout simplement l'interruption. Dès qu'elle va détecter sur la patte qu'on lui a dit, le mode qu'on lui a donné, et ben elle va déclencher la fonction qu'on lui a dit. Voilà. En fait le microcontrôleur il va à chaque cycle d'horloge vérifier l'état. Si l'état correspond à un des modes qu'on lui a donné, que l'interruption est activée, et ben il appelle la fonction. Il faut savoir que le programme qui était en cours d'exécution à ce moment-là est mis en pause, et que c'est cette fonction d'interruption qui va être appelée en priorité. On ne peut pas appeler d'autres fonctions d'interruption pendant celle-ci, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y a une fonction d'interruption qui est créée, il n'y a pas d'autres fonctions d'interruption qui peuvent être lancées. C'est-à-dire que si on a 2 interruptions, une sur un front montant sur une patte et une autre sur une autre patte, et ben quand une est déclenchée, la deuxième ne peut pas se déclencher. Donc il faudra aussi gérer ça. Le programme de test. Alors le programme de test, il est très simple aussi. On a une patte avec notre LED qui est sur la patte 13. On a un état qui est de base low. Alors pourquoi il y a marqué volatile? Toutes les variables qui vont être utilisées dans une fonction d'interruption doivent être déclarées volatiles. Volatile en fait ça veut dire qu'elles peuvent être utilisées dans les fonctions normales et dans les fonctions d'interruption. Par exemple cette fonction blink, si je voulais, je pourrais aussi l'appeler dans setup. Mais là je vais l'appeler dans attach interrupt. C'est-à-dire qu'en fait
la fonction, enfin la variable state, elle doit être en même temps générale pour n'importe quel type de variable, enfin de fonction, et elle doit être aussi utilisable en interruption. Donc comme elle doit être utilisable dans deux modes différents, on va l'appeler volatile. Donc volatile, ici un entier int, le nom state, qui d'abord est égal à low. Alors qu'est-ce que va faire ce programme? Eh bien, il va mettre la patte de Pine, enfin la broche 13 en sortie, puis eh bien, déclencher une interruption sur la patte D2, je vous rappelle, hein, l'interruption 0 est sur la patte D2. À ce moment-là, si on a le mode qui correspond bien, elle va déclencher la fonction blink elle est là, et le mode qui nous intéresse c'est le mode change. Alors là, vous remarquez une chose, c'est qu'il va falloir que j'utilise une résistance matérielle. Ce que je voudrais faire en fait, c'est utiliser la résistance software. Est-ce que je peux le faire avec une attache interrupt? Eh ben oui, je peux. Pour ce faire, je vais utiliser le pin mode. Hop, pin mode, patte 2, output, puis digital write, toujours patte 2, et un état haut. Alors là, il y a deux choix. Vous pouvez faire un pin mode input, ou vous pouvez le laisser comme ça. Alors pour que ce soit plus clair, je vais en faire un, mais ça marcherait exactement pareil, puisque quand on va faire un attache interrupt, elle va automatiquement être mise en entrée. Mais bon, pour que ce soit plus clair, je vais vous l'écrire. Voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer concrètement? La fonction loop va écrire l'état de la patte avec state. C'est pour ça qu'on l'a déclarée en volatile, parce qu'elle est utilisée ici et ici. Et celle-ci va pouvoir être utilisée par une interruption. Donc en fait, la fonction loop va constamment écrire l'état de la patte, alors que la fonction blink, eh ben, elle va inverser cet état. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va avoir un changement d'état, la LED va être allumée, éteinte, allumée, éteinte, allumée, éteinte, allumée, éteinte. Voilà. Alors ce que je vous disais, c'est que écrire constamment sur cette LED, c'est pas génial, puisque à force, on risque de la cramer. Donc cette ligne, en fait, on n'est peut-être pas obligé de la mettre dans loop, on peut la mettre directement dans blink. Et à ce moment-là, ça va inverser l'état, comme ça le faisait tout à l'heure, mais ça va aussi écrire à ce moment-là. C'est-à-dire que, en fait, on n'aura plus rien dans loop. Mais ça fait rien, puisque tout va être exécuté dans blink. Autre petite chose qui est bon à préciser, j'ai mis change. Je sais pas si c'est une rêche idée, puisque ça va pas être très très simple de vous le montrer sur la vidéo. En fait, change, que ce soit d'un passage de état haut à état bas ou d'état bas à état haut, ça va l'activer. C'est-à-dire que quand je vais brancher mon câble, je vais pas faire un contact parfait à l'instant même où je vais le brancher. Il va y avoir un moment où il va y avoir des petits états hauts, bas, état haut, état bas, parasites. C'est ce qu'on appelle le debounce, ou le rebond. Sur un interrupteur, il y a toujours un rebond, sur un contact, il y a toujours un rebond. Alors il y a deux choix, soit on met un condensateur, soit on fait un système avec un petit timer. Mais ça, je vous l'expliquerai beaucoup plus tard. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais changer ça, je vais vous le mettre en... J'ai mis un état haut, je vais le mettre en falling, c'est-à-dire que quand je le brancherai à 0 volt, ça va déclencher l'interruption. Voilà, CTRL S, Verify, pas de problème, je branche mon Arduino, et je plug. Voilà, c'est fait. Alors petit test rapide, voilà, c'est bon. Donc je passe sur la caméra pour vous montrer le résultat final. Voilà, donc comme tout à l'heure, hein, j'ai juste gardé les fils pour vous montrer. Donc ici, la LED est allumée. Je vais faire un reset pour qu'elle soit à l'eau. Voilà. Ah, zut. Bon, c'est que j'ai fait contact sans le vouloir avec mon doigt. Bon, elle est allumée. Je vais faire contact à l'état bas. Et là, donc là, elle est éteinte maintenant. Je recommence. Ah, vous voyez, quand je vous parlais du rebond, j'en ai eu un ici. Hop, allumé. Ah, dis donc. Bon, ce connecteur ici est pas génial. Bon, celui-là est mieux. Alors l'avantage de cette technique, c'est qu'en fait, on ne va absolument consommer aucune ressource du microcontrôleur, puisque il va faire la vérification, qu'on fasse l'interruption ou pas, il fera toujours la vérification. C'est matériel. Mais par contre, le code, lui, pendant ce temps-là, il pourra s'exécuter. Et la fonction d'interruption va s'exécuter uniquement quand eh bien, le niveau qu'on souhaite détecter va apparaître. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir faire quelque chose, et puis si jamais cette action prioritaire se déclenche,
et ben l'interruption va être lancée, le programme d'interruption va se faire, et puis après on reviendra à notre programme de base. C'est très utile, par exemple, imaginons nous avons une machine, la machine, je ne sais pas, elle fait marcher un tapis roulant. On a un bouton stop, et quand on appuie sur ce bouton stop, la machine doit s'arrêter tout de suite. On va pas faire une boucle à l'intérieur du programme de la machine pour vérifier que le bouton n'est pas allumé, et si jamais il y a un bug en plus, ça pourrait être dangereux. Alors que si on utilise une interruption, la machine va faire son travail normalement, et puis, bon, il y a un problème, on appuie sur le bouton stop, l'interruption se déclenche, et tout s'arrête. Voilà, c'est une des applications assez classiques, quoi. Ou alors, sinon, dans notre cas, ben, allumer l'éteindre une LED. Et comme je vous le disais, vous voyez, on voit bien les rebonds au niveau du... Vous voyez, si j'essaie de volontairement en faire, on voit bien la LED qui s'allume, s'éteint, s'allume, s'éteint. On ne sait pas trop si elle est allumée ou éteinte. C'est tellement rapide. Et donc ça, je vous l'expliquerai un petit peu plus tard. Ça peut être résolu soit avec un condensateur matériellement, soit avec un petit délai. On va en fait tout simplement regarder. Il y a l'interruption qui s'est déclenchée. On va mettre un petit temps, imaginons de 100 microsecondes, et puis on va revérifier si l'état est toujours haut. Si l'état est toujours haut ou si l'état est toujours bas, et ben on saura que l'état s'est stabilisé, donc en fait c'est vraiment une interruption. Si on voit que l'état a changé, c'est que sûrement on était sur un rebond, on va réattendre 100 microsecondes, on refait un test, et puis s'il est toujours pas bon, ben soit on gère un cas d'erreur, soit on continue. Voilà, c'est tout simplement ça en fait. Donc, eh ben, j'en ai fini avec ce screencast numéro 2. J'espère que vous serez là pour le screencast numéro 3. Alors dans le screencast numéro 3, je sais plus trop ce que j'avais prévu de faire. Je crois que j'avais prévu de parler du serial monitor et de la fonction serial. Donc j'espère que vous serez là pour ce screencast numéro 3 et j'espère surtout que j'aurai eu le temps de réparer mes problèmes avec Cam Studio parce que je ne sais pas du tout ce que va rendre la version Record My Desktop sous Linux de ce screencast. Donc voilà, j'espère que vous serez là pour mon screencast.